Bienvenue dans cet épisode numéro 29 de Sortir du moule. Aujourd'hui, on fait un arrêt sur image sur un événement qui a eu lieu le 27 mai 2026 à Laval. Le colloque Bois Polymère 2026. Événement organisé dans le cadre des activités des créneaux d'excellence Alliance Polymère Québec et Signature Bois Laurentide. Installez-vous, on commence dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Pourquoi on vous parle de bois polymère dans un balado dédié au plastique et aux matériaux composites? Parce que ce qui s'est passé lors de ce colloque vous concerne directement. Que vous soyez manufacturier de plastique, de matériaux composites, fabricant de moules, donneur d'ordre ou agent de développement économique, ce colloque, c'était une plongée dans une convergence industrielle qui n'est plus théorique. La filière du bois et la filière des polymères sont en train de se rejoindre et ça ouvre une multitude d'opportunités concrètes pour les entreprises d'ici. Dans cet épisode, on va couvrir l'essentiel de la journée, les grandes tendances mondiales présentées en conférence d'ouverture, les travaux de recherche en cours qui touchent directement les plastiques et les composites, et surtout les résultats d'une étude technico-économique commandée par Alliance Polymère Québec et Signature Bois Laurentide, qui a identifié 6 filières prioritaires pour développer de nouveaux matériaux biosourcés à partir de la biomasse forestière québécoise. On va commencer avec le premier segment, la conférence d'ouverture, qui était un peu une présentation de la grande image sur ce que dit le monde dans le sujet. Donc, la journée a débuté avec une présentation de M. Guillaume Cariou, qui est associé et directeur intelligence d'affaires chez Phare, une firme spécialisée en veille stratégique. C'était une conférence d'ouverture portant sur les tendances mondiales de l'hybridation bois-polymère et franchement, c'est ce genre de mise en contexte qu'on aimerait avoir au début de toutes les journées industrielles. M. Cariou a présenté les résultats d'une veille active qu'il a réalisée de janvier à mai 2026 auprès d'instituts de recherche, ou en fait dans l'actualité qui vise les instituts de recherche, les revues académiques, les associations industrielles, des conférences internationales et surtout, il a eu des échanges directs avec des experts en Allemagne, en Corée du Sud, en Suède et en Amérique du Nord. Il a d'ailleurs insisté là-dessus, la veille technologique ne peut pas être uniquement numérique. Les conversations humaines révèlent des choses que les publications ne disent pas encore. Donc, première chose qu'il a mis sur la table, malgré toutes les politiques de réduction des plastiques, le marché mondial des polymères continue de croître de 3 à 4 % par année. On parle d'urbanisation, de demande industrielle, des emballages, des infrastructures, la mobilité. Tout ça, ça alimente une croissance continue. La conclusion qu'il en tire n'est pas pessimiste pour autant. Au contraire, cette croissance crée un espace qui est immense pour les matériaux hybrides. Le marché n'est pas en décroissance, il n'est donc pas question de remplacer les polymères de façon catégorique. Il s'agit de substituer une partie des polymères conventionnels par des solutions biosourcées ou hybrides, là où c'est pertinent, puis ça, c'est une opportunité. Premier axe qu'il a présenté, c'est de la charge passive à la performance moléculaire. M. Cariou a structuré sa présentation autour de 3 axes d'ailleurs. Le premier, c'est la montée en gamme technique des composites bois polymères. Il y a encore quelques années, mettre du bois dans du plastique, ça voulait dire de la sciure comme charge bon marché, alors qu'aujourd'hui, on parle d'une toute autre réalité. Les défis techniques qu'il a identifiés par les experts mondiaux, c'est d'augmenter la teneur en bois au-delà de 60 à 70 % sans compromettre les performances. Il faut gérer les interfaces entre la fibre et la matrice polymère parce qu'une mauvaise interface, c'est une faiblesse mécanique. Et il faut aussi contrôler la sensibilité à l'humidité. On a une matière qui est naturelle, qui est affectée par l'humidité ambiante, bien entendu. Et aussi, il faut assurer la durabilité face au UV pour les applications extérieures. Dans ce qu'il a recensé, certains chercheurs visent même des durées de vie dépassant 30 ans. Donc, on ne parle plus de produits verts de compromis, on parle de matériaux performants et durables. Du côté industriel, il y a les agents de couplage dont on a l'abréviation, le MAPP, qui progressent et qui permettent de mieux lier la fibre à la matrice, dont de grands acteurs comme Saint-Gobain, Weyerhaeuser sont actifs dans ce segment à forte valeur ajoutée. Et il y a des nouveaux secteurs cibles qui émergent, l'aéronautique, l'automobile, où l'allègement structurel est une priorité.
Dans le deuxième axe, au niveau des marchés mondiaux, les chiffres, le marché des composites bois polymères passe de 5,6 millions de tonnes en 2024 à une projection de 10,5 millions de tonnes en 2029. Donc ça, c'est une croissance qui est soutenue. Et là, il y a un déplacement géographique important à noter. L'Asie détient maintenant 59% des parts de marché mondial des polymères biosourcés. La Chine est devenue le deuxième marché mondial dans plusieurs segments et la majorité des nouveaux investissements en capacité de production de biopolymères se font maintenant en Asie. L'Europe, longtemps dominante, montre des signes de stagnation dans certains marchés malgré une diversification importante. Ce que ça veut dire pour nous, il devient dangereux de ne surveiller que l'Europe ou l'Amérique du Nord et l'Amérique du Nord demeure le plus grand marché en valeur, ce qui est une position à défendre. C'est très important à ce moment-là de porter attention à ces éléments-là. En troisième axe, les études de cas qu'il a regardées, là, on parle d'innovation de rupture. Il y en a deux en particulier qui ont retenu l'attention. La première vient de Corée du Sud via l'Institut national des sciences forestières qui mentionne que le NIFOS a breveté un procédé permettant de récupérer jusqu'à 90% d'un composé appelé le 5-HMF directement à partir de la biomasse de bois, de copeaux et résidus forestiers. Et ce 5-HMF, c'est la brique de base pour fabriquer du PEF au polyéthylène furanoate. Matériau biosourcé qui pourrait remplacer directement les bouteilles en PET pétrosourcées. Et les chercheurs, bien entendu, cherchent maintenant un partenaire industriel là, pour quitter le laboratoire et industrialiser cette technologie, ce qui est très prometteur. Il y a une deuxième étude de cas qui a été présentée qui concerne les WPC structurels, là, on va parler des wood plastic composites, qui sont jusqu'ici les composites de bois polymères qui étaient limités aux applications non porteuses à cause de leur comportement fragile. Et un procédé de co-extrusion avancé permet maintenant d'intégrer des renforts en polymère renforcés de fibre de verre directement au cœur de la matrice bois plastique, ce qui ouvre la voie à des applications structurelles réelles. La conclusion de M. Cariou était tranchée. Le bois n'est plus seulement une charge, il devient la matrice. Le secteur entre donc dans une phase de maturation industrielle. La question n'est plus de savoir si ces matériaux ont une place. La vraie question, c'est dans quelle application, avec quelle performance et à quelle vitesse l'industrie va pouvoir adapter ses chaînes de production. En deuxième segment, on a eu de nombreuses présentations techniques sur ce qui se fait au Québec. Donc, après cette mise en contexte mondial, la journée a enchaîné avec des présentations de chercheurs et d'entreprises québécoises, dont voici les grandes lignes de ce qui a été présenté. On a eu plusieurs entreprises qui ont parlé, qui nous ont partagé leur expérience et ce qu'ils peuvent faire pour justement valoriser la biomasse forestière dans le domaine des plastiques et composites. Et on va commencer par quelque chose de très concret. L'entreprise Ecoplast qui a présenté ses travaux sur l'intégration du bois dans les procédés de mise en forme du plastique. Leur produit phare, c'est une planche composite WPC, je vous rappelle le Wood Plastic Composite, qui intègre 60% de bois, essentiellement des résidus dans une matrice plastique recyclée. Et les résultats des tests sont solides. Le module de rigidité passe de 2500 mégapascales pour le plastique pur à 5100 mégapascales pour le composite Ecoplast. Donc pratiquement le double. La résistance à flexion, elle, augmente de 22%. Le taux d'absorption d'eau est de seulement 1,1%, donc conforme à la norme européenne EN 15534. Et le bilan carbone se situe entre 1,1 et 1,3 kg de CO2 équivalent par kilogramme de produit. Ce qui est intéressant pour les manufacturiers qui étaient dans la salle ou qui sont même à l'écoute de notre balado, c'est que les résidus de bois ne sont pas une nouvelle ressource à aller chercher, sont déjà là. Donc, on vient valoriser une matière de plus là, dans notre écosystème québécois. D'ailleurs, Ecoplast a reçu le prix Eureka d'Ecotech dans la catégorie ressources naturelles et ils ont annoncé un projet auquel ils travaillent là, d'un énorme gymnase de 8000 pieds carrés où leur produit est au plan pour l'été 2026. D'ailleurs, leur nouveau produit inclut des tuiles, des bancs de ville, chaises Adirondack et autres qui peuvent être travaillées par des ébénistes. C'est un matériel qui est extrêmement polyvalent et qui permet de générer une empreinte environnementale vraiment positive. Pour les fabricants de moules et les transformateurs présents et qui nous écoutent, Ecoplast, c'est une démonstration que des propriétés mécaniques élevées avec une intégration à 60% de contenu biosourcé, c'est compatible avec les procédés existants d'extrusion et que ça offre encore là un
plus grand potentiel de développement que l'entreprise travaille déjà à faire grandir et à faire se développer avec une technologie qui est très innovante. L'entreprise Bosc Bioproduits nous a aussi présenté sa plateforme qui lui permet de fabriquer 2 types de produits, des résines plastiques sous la forme solide et sous la forme liquide. La forme solide permet d'aller fabriquer des produits qui sont biosourcés bien entendu, mais aussi compostables, qui peuvent, ces résines, être utilisées par injection ou par extrusion et même au niveau de l'impression 3D. Pour ce qui est de la gamme liquide, elle permet de faire un agent, qu'on dit en anglais un coating, donc un agent de recouvrement qui permet d'aller notamment, entre autres, étancher différents emballages, là, souvent de carton, qui peut aussi être utilisé comme adhésif ou comme enrobage même au niveau des semences. On sort un peu des polymères, mais vraiment très intéressant. Et tout ça est à base notamment de PHA qui permet d'être utilisé à partir d'ingrédients forestiers, mais aussi autres bioproduits. Vraiment intéressant comme plateforme de produits québécois au niveau des nouvelles applications biosourcées et compostables. De son côté, l'entreprise Agapio nous a présenté sa technologie innovante qui permet de développer une nouvelle résine plastique, thermoplastique, pour différentes applications, notamment en injection et en extrusion. Et l'intérêt de cette nouvelle résine, c'est la fabrication d'un composé, ou même on pourrait dire en anglais un compound, qui se fabrique ou qui se prépare directement dans l'extrudeur où on va être capable de faire la réaction avec la matière forestière et d'autres intrants pour être capable de faire un produit de haute qualité qui est biosourcé et biodégradable. Et ces produits biodégradables sont d'une manière compostable domestique, donc comme on dit home compostable, ce qui offre un gros avantage pour être capable de diversifier et de rendre le plus facilement accessible cette résine-là en n'ayant pas besoin de se lancer dans des grands réacteurs ou des équipements complexes et très coûteux pour être capable de fabriquer cette résine. Donc, une nouvelle technologie qui est en développement. Agapio, qui est une jeune entreprise qui a environ un peu plus de 3 ans et qui progresse à une grande vitesse là, pour la mise à l'échelle de ce procédé novateur de fabrication de biorésine là, biosourcée et particulièrement à partir de matières forestières. La comparaison qui a été présentée lors de la conférence est un peu comme la fabrication du chocolat où on va prendre le cacao et on va le mélanger avec du sucre et du beurre de cacao pour être capable de faire un chocolat qui est d'intérêt et qui va pouvoir être mis en forme, contrairement à si on prenait de la poudre de cacao directement, où on ne peut pas la faire, la transformer, la mettre en forme directement. Elles ne font pas un peu comme la résine plastique. On doit être capable de faire le mélange et d'être capable de créer la réaction pour qu'en plus, elle puisse être formable. Et c'est exactement ce qui est issu de cette technologie-là. Et surtout, le grand intérêt, c'est l'accessibilité du procédé qui pourra le rendre accessible à plusieurs entreprises à une échelle comme marché du Québec ou nord-américain et même d'être capable de le répartir dans différents points d'utilisateurs. Vraiment intéressant et prometteur comme technologie. On monte maintenant en complexité et en valeur ajoutée. David Gendron, chercheur du Centre collégial de transfert technologique Chemitech, qui travaille sur le projet SAFE, a présenté des travaux sur le développement d'époxy biosourcé pour l'assemblage microélectronique. Ici, le contexte est stratégique. On dit qu'environ 70% des résines thermodurcissables mondiales sont des résines époxy et 90% de ces résines époxy sont basées sur le BPA, le bisphénol A, qui se trouve être un perturbateur endocrinien et qui est bien entendu actuellement pétrosourcé, donc une ressource issue du pétrole. Et c'est une substance de plus en plus réglementée aux États-Unis et surtout en Europe. L'objectif du projet SAFE, c'est de réunir des experts de toute la chaîne d'approvisionnement, qu'on parle de la matière première à la formulation, jusqu'à l'utilisation finale et l'analyse du cycle de vie, pour évaluer la viabilité des résines époxy biosourcées dans les assemblages microélectroniques et d'étendre ces connaissances à d'autres applications moins critiques. Les matières premières qui sont visées viennent de la biomasse forestière. On parle de cellulose, d'hémicellulose, de lignine. De la lignine, on tire des dérivés phénoliques et des diesters. Et des hémicelluloses, on va tirer des unités à base de furane. Et ces molécules permettent de formuler des époxys biosourcés avec différents profils. On parle de réticulation et de dureté pour les experts un petit peu plus en chimie, là. Et les résultats qui ont été présentés montrent plusieurs formulations biosourcées avec des durcisseurs durables, avec une réticulation graduelle, des réactions rapides qui sont capables de rivaliser avec les résines commerciales de référence
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour des applications à haute température. On sait que dans l'électronique, les composantes sont souvent exposées à des hautes températures et ça rend encore plus ces époxys-là intéressantes parce qu'on pourrait les étendre à un paquet d'autres applications, que ce soit dans l'aérospatial, l'aéronautique, toute autre forme d'industrie là, qui a des exigences très importantes comme l'aéronautique, l'aérospatial et un paquet d'autres industries là, à haute capacité fonctionnelle qui ont besoin de ce type de résine. Le Centre d'innovation des produits cellulosiques Innofibre à Trois-Rivières travaille depuis 2018 sur des mousses de cellulose ultra légers. On parle entre 20 et 150 kg par mètre cube, qui sont biosourcés, recyclables et biodégradables. Donc, il n'y a pas de matière plastique pétrosourcé dans la formulation. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les applications visées sont notamment l'isolation thermique et acoustique dans la construction, l'isolation dans les emballages, servir aussi d'absorbeur de choc, et le procédé qui nous a été présenté par David Mija, excusez-moi la prononciation, est vraiment intéressante et le procédé est simple. Les intrants sont flexibles. On parle de fibres de bois, fibres recyclées, des fibres agricoles et autres résidus verts. Innofibre développe aussi les non-tissés par voie humide, les membranes filtrantes, les séparateurs de batteries et les géotextiles à partir de différentes biomasses. Sur la lignine, le chercheur a rappelé que ce polymère aromatique complexe, le ciment de la paroi cellulaire du bois, est obtenu comme sous-produit des procédés de mise en pâte. Il existe plusieurs types de lignines selon les procédés d'extraction, lignosulfonate, lignine Kraft, lignine organosolve, et chacune avec des niveaux de pureté différents. La lignine Kraft représente plusieurs dizaines de millions de tonnes par année à l'échelle mondiale. Et la grande question, c'est de savoir comment transformer ce sous-produit abondant en matériaux à haute valeur ajoutée. Et c'est précisément ce que cherche à faire l'étude KPQ, dont je vais vous parler un petit peu plus loin, qu'Alliance Polymère Québec et Signature Bois-Laurentides, nous parlerons par rapport à cet aspect-là et vous allez voir qu'il y a des belles opportunités. Manon Mestre est venue nous parler de la subérine, un biopolymère encore méconnu qui est issu de l'écorce de bouleau. Alors voilà maintenant une présentation qui en a surpris sûrement plusieurs. Là. Elle a surpris pas mal de gens dans la salle de l'événement. Manon Mestre, qui est doctorante à l'Université Laval, a présenté ses travaux sur la subérine, qui est un biopolymère naturellement présent dans les tissus protecteurs des plantes. Et on parlait ici notamment du bouleau. Donc la subérine, c'est une structure de polyester hydrophobe qui agit dans la nature comme une barrière contre l'eau et les micro-organismes. On la trouve notamment dans l'écorce de bouleau, comme je vous mentionnais, dans une forte concentration entre 40 et 50 %. Et on la retrouve aussi dans le chêne-liège jusqu'à 62 %. Or, l'écorce de bouleau, c'est un sous-produit de l'industrie du bois, de la pâte et papier et des panneaux. Et cette écorce est générée en grande quantité. Et sa gestion actuelle, c'est principalement la combustion ou l'enfouissement. Et souvent avec un faible rendement énergétique en plus. Donc, il y a une forte teneur en cendre qui vient nuire à sa combustion. Donc, on ne va pas chercher le maximum de cette matière-là. Et ce que fait Mme Mestre, c'est d'extraire la subérine et la lignine de l'écorce de bouleau d'une façon séquentielle, puis d'incorporer ces extraits dans des résines urée-formaldéhyde qui sont utilisées dans les panneaux de particules. L'objectif, c'est de réduire la sensibilité à l'humidité de ces résines qui représentent plus de 90 % du marché des adhésifs pour panneaux. Les résultats préliminaires qu'elle a obtenus montrent une réduction significative de l'absorption d'eau de l'ordre de la moitié, avec seulement 5 à 10 % de substitution de la résine urée-formaldéhyde par la subérine. Les applications potentielles vont même plus loin. Donc, grâce à ces composés-là, on peut faire une modification hygroscopique du bois pour améliorer sa stabilité dimensionnelle avec une efficacité anti-gonflement pouvant atteindre 49 % quand on le combine dans un traitement thermique. Biomousse, revêtement barrière pour le papier, le bois, les films d'emballage sont autant d'applications qui sont possibles. Et pour les formulateurs de composites et les manufacturiers de panneaux, il y a une ressource qui est disponible localement, sous-valorisée avec un potentiel de fonctionnalisation qui est très intéressant, qui pourrait être appliqué à un paquet d'autres applications, entre autres dans les composites et autres matières là, qui intègrent une grande quantité de biomasse. Marc-André Hens, ingénieur forestier et président de Bioprofor, a présenté le procédé BTCA, biomasse sur carboxylique acide, qui permet de convertir de la biomasse lignocellulosique en bioproduits chimiques à valeur ajoutée. Le procédé utilise des réactifs verts et des solvants verts sur des granules de bois
et il va produire principalement du lévulinate d'éthyle, de l'acétate d'éthyle et du formiate d'éthyle. Le rendement en bioproduit est d'environ 55 % avec un résidu solide de biocarbone à 40 %. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'art des applications du lévulinate qui est extrait de ce procédé. Ce composé peut mener à de l'acide adipique, qui est le précurseur du nylon 6.6 et des polyuréthanes, et aussi à de l'acide succinique pour les bioplastiques biodégradables. Il peut aussi permettre du THF et du 1.4 butanédiol pour les polymères plus techniques et aussi pour des plastifiants biosourcés. Donc, en d'autres mots, le lévulinate d'éthyle, c'est une plateforme moléculaire qui peut alimenter directement l'industrie des plastiques et des composites, et ce, à partir de matières abondamment disponibles ici au Québec. Maintenant, le segment 3 de l'étude technico-économique d'Alliance Polymère Québec et de Signature Bois Laurentides, les 6 filières prioritaires. Et justement, passons au morceau central de l'événement du colloque Bois polymère pour les industriels. C'était la présentation des résultats de l'étude technico-économique qui a été réalisée sous l'égide d'Alliance Polymère Québec et de Signature Bois Laurentides, dont le mandat de travaux d'études avait été confié à un consortium formé du CEREX, du CDCQ et de Coalia, qui était sous la direction du chercheur Mounir Chaouch du CEREX. Et ce consortium-là permettait d'aller chercher les expertises distinctes de ces 3 centres collégiaux de transfert technologique. L'idée derrière cette étude est directe, c'est que le secteur forestier québécois fait face à des pressions importantes. Il y a une baisse de compétitivité, il y a une dépendance à certains marchés d'exportation, il y a la nécessité de diversifier les débouchés. En parallèle, l'industrie des plastiques et des matériaux composites cherche à réduire sa dépendance aux intrants pétrosourcés et à répondre à la demande croissante pour des matériaux à empreinte carbone réduite. La question qui était posée par l'étude était simple. Quels sont les meilleurs points de convergence entre ces deux filières et quelles sont les opportunités réelles? Pas juste théoriques, vraiment des applications concrètes qui peuvent être adoptées ou développées à court, moyen et long terme pour aider le Québec et le Canada à se positionner avantageusement dans cette filière. L'équipe a passé en revue une large palette de produits possibles issus de la transformation de la biomasse forestière via 3 voies technologiques principales, la pyrolyse, le bioraffinage et le procédé organosolve. Ces procédés permettent d'extraire de la bio-huile, du biochar, de la lignine, de la cellulose et des hémicelluloses qui peuvent ensuite être transformés en matériaux à haute valeur ajoutée. Pour sélectionner les 6 filières prioritaires, l'équipe a utilisé une matrice décisionnelle multicritère qui intégrait notamment le volume de marché potentiel, la disponibilité des intrants, la performance technique attendue, la compatibilité avec les équipements existants, les revenus estimés, coûts de production, investissements requis, maturité technologique, impact environnemental et bien sûr les barrières à l'entrée. Certains critères ont été jugés structurants et pondérés, bien entendu, plus fortement, notamment le volume de marché, la compatibilité technique et la maturité technologique. Les 6 filières retenues, on parle ici de 6 familles de produits qui ont été identifiés comme prioritaires, dont en premier, les mousses polyuréthanes à base de lignine. La lignine extraite de la biomasse forestière peut partiellement remplacer les polyols pétrosourcés dans la formulation de mousses polyuréthane rigides destinées à l'isolation dans la construction. Le scénario prudent prévoit une substitution d'environ 10 % de la fraction polyol avec un potentiel d'augmentation graduée. Le marché mondial des polyuréthanes étant massif, la maturité technologique est élevée et plusieurs brevets et travaux de formulation existent. Des validations industrielles demeurent cependant nécessaires, mais le potentiel est très fort de ce côté pour pouvoir aller chercher une grande part de développement de marché de ce côté. En deuxième place, en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre de place prépondérante, mais en tout cas, je vous dirais la deuxième filière qui fait partie de cette ligne de 6 filières retenues, ce sont les mousses polyuréthanes à base de tanin. Même logique, même marché, mais l'intrant vient des écorces feuillues et résineuses riches en polyphénol. Les tanins peuvent être mis en suspension dans des polyols commerciaux pour créer des formulations hybrides. La maturité actuellement est intermédiaire, le potentiel est démontré, mais la normalisation des formulations reste à faire. Ces 2 filières présentent l'avantage de s'appuyer sur des ressources disponibles localement au Québec avec des ressources brutes accessibles à moins de 150 km dans les Laurentides notamment et à plusieurs autres régions du Québec. La troisième opportunité aux filières retenues, ce sont les résines bioépoxy à base de lignine. C'est la filière qui résonne directement avec la présentation de David Gendron, notamment que je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Il s'agit de remplacer partiellement les BPA dans les résines époxy par des dérivés de lignine. Le marché visé inclut les composites structuraux, l'adhésion industrielle, les revêtements et les applications électroniques, bien entendu.
La performance est au rendez-vous pour des taux de substitution inférieurs à 20 à 30 % et la valeur ajoutée est élevée, mais malheureusement, le coût de production est aussi un petit peu plus élevé, de 15 à 50 % par rapport aux époxys pétrosourcés. La clé, c'est de trouver des applications où va primer la valeur biosourcée et où c'est accepté et demandé par le marché. Quatrième filière, les résines phénoliques biosourcées. Issues de la lignine des tanins ou des huiles pyrolytiques, ces résines peuvent remplacer les résines phénol-formaldéhyde qui sont conventionnelles dans les panneaux composites, les préimprégnés et les composites structuraux. Les marchés sont importants là aussi et les applications bien établies. Le défi principal, c'est la variabilité de la lignine comme matière première et les contraintes réglementaires liées aux émissions de formaldéhyde. Donc, il y a quand même encore des enjeux à adresser, mais il y a un fort potentiel encore là du côté des résines phénoliques biosourcées là, issues de, comme je vous mentionnais, la lignine, les tanins ou les huiles pyrolytiques. La cinquième filière, les biocomposites renforcés de fibrilles de cellulose. La fibrille de cellulose, c'est une forme de cellulose nanostructurée qui peuvent être incorporées dans des matrices polymères par extrusion bivis et qui permet d'améliorer significativement les propriétés mécaniques des produits. On parle ici de taux de substitution de 10 à 60 % par rapport aux fibres de verre qui peuvent être envisagées. Les fournisseurs potentiels au Québec se retrouvent en petit nombre, mais il y en a de plus en plus qui ont le potentiel de s'implanter et se développer, qui permettraient à ce moment-là des applications, autant des articles ménagers, en allant aux matériaux d'infrastructure et autres produits qui ont un besoin d'une meilleure capacité physique. La sixième filière, les biopolyesters qui sont chargés en cellulose nanocristalline, qu'on abrévie sous la forme de CNC. Donc, la CNC s'est incorporée à faible concentration dans des matrices de biopolyester comme le PLA, par exemple, le PBS ou le PHA, pour améliorer les propriétés mécaniques, la cristallinité et la stabilité thermique. Les marchés visés incluent l'emballage alimentaire, les films agricoles biodégradables et les applications médicales. Toutefois, comme on est dans des produits à valeur ajoutée ou en fait des intrants un petit peu plus coûteux et d'un procédé, on peut envisager qu'à ce moment-là, les marchés vont surtout être dans les applications à valeur ajoutée, principalement à court terme. La demande potentielle en CNC pour l'emballage alimentaire en Amérique du Nord est estimée à 9200 tonnes par année, ce qui excède largement la capacité de production mondiale actuelle d'environ 1300 tonnes. Donc, il y a un signal de marché clair ici, sauf que si on va voir au niveau des statistiques de tous les autres marchés, il y a des potentiels encore plus grands dans les produits à valeur ajoutée et qui permettraient aussi d'éviter de venir nuire à la chaîne de recyclage là, des emballages actuellement, où des fois ça pourrait compromettre certains aspects là, en contaminant certains gisements de matière. Donc, encore là, beaucoup de travail à faire, mais beaucoup de potentiel et d'opportunités qui se présentent pour ce type de matière. Donc, l'équipe a poussé l'analyse jusqu'à des scénarios économiques détaillés, notamment pour la lignine Organosolv. Et ils ont établi, on en a très peu parlé lors du colloque, parce qu'on tombe dans les chiffres un petit peu plus poussés, mais je me permets de vous donner un petit aperçu, là, que pour une unité traitant 20 000 tonnes par année de biomasse sèche, on peut obtenir environ 3 840 tonnes de lignine, 9 942 tonnes de cellulose et 6 218 tonnes de solide hémicellulosique. L'investissement requis est estimé environ à 23,5 millions de dollars canadiens avec des coûts d'exploitation d'environ 13,5 millions par année, mais avec une conclusion économique, même si elle est nuancée et honnête, lorsqu'on vend ce type de produit comme commodité, la rentabilité est fragile, mais lorsqu'on positionne la lignine de spécialité pour des applications à haute valeur ajoutée, résine, polyol, matériaux avancés, la lignine Organosolv obtient une prime de valeur par rapport à la lignine Kraft. Donc, un très bon avantage compétitif, concurrentiel de ce côté-là. Pour les mousses polyuréthane biosourcées, les pures, polyuréthane rigide, la rentabilité, elle dépend du prix de vente atteignable, du coût des intrants et de la valorisation de l'avantage environnemental. Si on n'ajoute pas de prime pour le caractère biosourcé, la pression concurrentielle des matériaux conventionnels demeure forte. Mais avec la montée des certifications, on parle notamment de l'ISCC+, qui permettent de documenter et valoriser le contenu biosourcé dans la chaîne d'approvisionnement, cette prime devient de plus en plus accessible et intéressante et rend ce scénario viable et non seulement viable, mais en plus très intéressant économiquement.
L'étude conclut qu'il existe un potentiel élevé pour structurer au Québec une chaîne de valeur intégrée entre l'industrie du bois et celle des polymères. Le Québec a les ressources, les compétences et le contexte industriel, mais la concrétisation exige des validations industrielles ciblées, des essais pilotes, des partenariats entreprises-recherche, des analyses de rentabilité approfondies et surtout un dialogue soutenu avec les industriels. C'est d'ailleurs ce que l'étude dit avec clarté, les scénarios les plus prudents, conversion partielle d'une ligne existante, intégration progressive des intrants biosourcés, ce sont les voies les plus réalistes pour une première phase de déploiement. On ne repart pas à zéro, on adapte ce qui existe, donc on se donne toutes les chances de pouvoir réussir et progresser dans ce secteur en pleine croissance et rempli de potentiel. Ce que ça veut dire pour vous, pour les manufacturiers de plastique. Si vous transformez des thermoplastiques, l'entrée dans les biocomposites peut se faire sans révolution dans votre parc d'équipement. L'extrusion bévis, le moulage par injection, le thermoformage, ce sont vos procédés actuels. Ce qui change, c'est le compoundage des intrants. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreux partenaires de recherche et d'innovation qui peuvent vous accompagner. Les fibrilles de cellulose et la CNC sont disponibles au Québec, mais il y a aussi potentiel que d'autres sources d'approvisionnement se développent au Québec pour valoriser davantage nos ressources. Les biopolyesters sont disponibles chez les distributeurs canadiens et on peut encore là se développer davantage pour la résilience d'approvisionnement au Québec et développer une autre filière d'approvisionnement. L'enjeu technique principal, c'est la compatibilisation de l'interface entre la fibre cellulosique et la matrice polymère et ça fait l'objet de travaux actifs. Il y a des solutions qui existent déjà et on pourra collaborer avec les partenaires qui le souhaitent pour pouvoir faire un transfert technologique parfait pour assurer une adéquation des procédés et des résultats avec les besoins. Pour les fabricants de composites thermodurcissables, les résines époxy biosourcées et les résines phénoliques à base de lignine ou de tanin, ça représente une opportunité de différenciation dans un marché qui est en pleine croissance. Le marché mondial des composites époxy croît. La substitution même partielle du BPA répond à une pression réglementaire croissante en Europe et aux États-Unis. Et le travail fait par des équipes, notamment comme celle du CDCQ, montre qu'on peut maintenir des performances comparables avec des taux de substitution allant jusqu'à 20 à 30 % sans dégrader les propriétés mécaniques de notre matériau composite. Pour les fabricants de moules, l'arrivée de nouveaux matériaux biosourcés, qu'il s'agisse de WPC, de biocomposites ou de résine époxy à base de lignine, ça implique des ajustements dans la conception des outillages, la température de traitement, les comportements de retrait, de gonflement, les exigences de surface des matériaux. Tout ça peut différer de ce que vous connaissez avec les polymères conventionnels. C'est alors une opportunité de développer une expertise différenciée avant que le marché soit saturé. Pour les donneurs d'ordre et les acheteurs industriels, le colloque a mis en lumière quelque chose qui est très important. La certification biosourcée devient un facteur de commercialisation. La certification, notamment ISCC+, permet de tracer le contenu biosourcé tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Si vous êtes soumis à des engagements environnementaux, à des exigences de décarbonation ou simplement à des acheteurs qui veulent de la traçabilité environnementale, ces filières vous offrent des voies concrètes pour documenter votre performance. Pour les acteurs du développement économique, le diagnostic montre au niveau régional que les Laurentides présentent un gisement de produits conjoints forestiers, sciure, raboture, copeaux, écorce, qui est largement sous-valorisé en dehors de la combustion énergétique. L'implantation d'une capacité régionale de bioraffinage ou de pré-traitement pourrait structurer une chaîne de valeur locale, réduire les coûts logistiques et générer des retombées économiques durables. Il y a déjà des entreprises qui ont des capacités en CNC et fibrilles de cellulose. La question, c'est de rapprocher ces ressources des transformateurs de polymères. Finalement, ce que le colloque Bois Polymère 2026 a mis en évidence avec force, c'est que la convergence entre la filière bois et la filière polymère n'est plus un sujet de congrès scientifique isolé. Elle est en train de devenir une réalité industrielle. Les marchés croissent, les technologies mûrissent, les matières premières locales existent. Donc, si les entreprises commencent à se positionner maintenant en développant leurs connaissances, en testant des formulations, en établissant des partenariats avec des centres de recherche, avec des instituts de développement d'innovation, ces entreprises vont avoir une longueur d'avance significative dans 3 à 5 ans. Pour Alliance Polymère Québec, le colloque, c'était une étape dans un effort plus long de structuration d'une filière qui est cohérente entre deux industries qui n'ont pas toujours l'habitude de se parler. Et, on peut bien le croire, là, c'est quand même deux filières qui sont distinctes, mais qui ont vraiment, on le découvre, des points communs et un intérêt grandissant à se parler et à se connaître. L'étude technico-économique présentée à la journée, qui a été réalisée par le consortium CEREX, CDCQ et Coalia, c'est pas une fin en soi, c'est un point de départ pour des essais pilotes, des
projets collaboratifs et des décisions d'investissement éclairées pour valoriser l'industrie québécoise des polymères et forestières et créer de la richesse chez nous. Si vous voulez en savoir plus sur le colloque, le site cbp2026.com est encore en ligne, c'est votre point d'entrée. Vous pouvez aussi nous contacter, Alliance Polymère Québec, pour rester informé des développements dans les filières des matériaux avancés au Québec. On est disponible pour répondre à vos questions et surtout vous accompagner dans une transition vers l'adoption de matériaux polymères à base de bois ou biosourcés. Ce n'est donc que le début de cette nouvelle avancée au niveau des matériaux biosourcés pour les polymères. Partagez cet épisode avec tous vos collègues partenaires afin de répandre la bonne nouvelle pour créer de la richesse dans un projet qui est porteur d'avenir pour le Québec. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composites du Québec, visitez polymerequebec.com.